Bonjour à toi et bienvenue dans l'art de ta puissance, un podcast de développement entrepreneurial proposé par Kaluna. Kaluna, c'est la communauté d'empuissancement pour entrepreneurs de cœur que je développe. Mon prénom est Cécilia, je serai ton hôtesse pour aujourd'hui. En tant que grande idéaliste, l'entrepreneuriat me permet de contribuer à l'éclosion de ce nouveau monde. Comment, en accompagnant les entrepreneurs du bien-être et de la spiritualité, à poser des fondations saines pour leur rentabilité, impact et plaisir. Car je l'ai vite compris, si je voulais faire de mon bien-être, mes rêves et mes besoins ma priorité, je devais faire et être différemment. Car il n'y a que les fous qui attendent des résultats différents avec les mêmes actions. Alors je t'emmène dans mon monde en te partageant conseils et inspirations pour impulser ton entreprise dans un espace de souveraineté, de liberté et de kiff. Installe-toi confortablement, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toi qui nous écoute et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance et on entame avec Mélanie et Mélissa ce nouveau format autour du Human Design et on va parler durant un mois ou peut-être un peu plus d'autorité et aujourd'hui d'autorité émotionnelle. Pourquoi est-ce qu'on commence par ce format-là? Parce que j'ai une autorité émotionnelle donc c'est totalement auto-centré j'ai envie d'abord de parler de ce qui me concerne. Et puis après, on ira parler d'autorité sacrale, splénique et d'autorité du soi, du cœur, lunaire. Enfin, pour l'instant, j'ai pas tout le monde, mais ça arrive, ça arrive. Donc, en tout cas, merci d'être à l'écoute de cet épisode. Et puis, merci beaucoup à Mélissa et à Mélanie d'avoir répondu à mon invitation. Je vous les présente dans une petite minute. Du coup, pour revenir à quelle est la question, enfin, l'autorité, c'est l'espace à l'intérieur de soi où notre design, notre fonctionnement intuitif nous invite à prendre une décision. Et en fonction chacun de son autorité, ben, en fait, on va être invité à prendre une décision d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour moi, en tout cas, je sais pas, je demanderai après à Mélissa et Mélanie ce qu'elles en ont pensé quand elles ont découvert qu'elles avaient une autorité émotionnelle. Mais moi, ça a été vraiment une grande découverte et l'un des outils qui m'a le plus servi, notamment dans la prise de décision, puisque l'autorité émotionnelle, faire un petit spoiler alert, c'est vraiment cette idée d'aller à l'écoute de ses émotions et de laisser passer la vague. Et on est dans une société du tout instantané et ça a été réapprendre à prendre des décisions pour moi. Donc voilà un petit avant-perçu de ce qu'est l'autorité, de ce dont on va parler aujourd'hui. Mais revenons à nos invités et présentons-nous. Donc moi c'est Cécilia, je suis projecteur émotionnel 5-2 et je laisse peut-être d'abord Mélanie se présenter, ton type, ton human design et peut-être aussi ta profession aujourd'hui pour que les gens sachent depuis quel espace tu nous partages et ta vérité qui n'appartient qu'à toi aujourd'hui. Bonjour à tous et merci Cécilia pour l'invitation. Donc moi je suis Mélanie, je suis générateur émotionnel 6-2, je suis définie de partout sauf la gorge et le centre G qui sont non définis. Donc j'ai beaucoup d'énergie, les quatre moteurs définis. Et je suis aujourd'hui analyste et formatrice en Human Design. J'ai aussi une chaîne YouTube et voilà. Merci beaucoup, Mélanie. Mélissa, tu as envie de nous partager ton Human Design et ta profession actuelle? Oui, bien sûr. Merci à toi pour cette invitation. Je suis très contente de faire votre connaissance à toutes les deux. Alors, moi, je suis manifestor, autorité émotionnelle, donc, profil 3-5. Et mon autorité émotionnelle est très, on en parlera peut-être, hein, il y a différents types de vagues émotionnelles. Et donc, moi, j'ai choisi la plus intense, voilà, parce que sinon, c'est pas marrant. Voilà. Et donc, au niveau professionnel, je travaille avec le Human Design depuis quelques années maintenant et donc je propose différents types d'accompagnement. Et je crois que c'est sur l'écriture d'un livre ou sur la publication de ton livre, si j'ai bien suivi sur les réseaux sociaux, non? Oui, exactement. J'ai écrit un livre qui sort le 24 avril et qui est déjà précommandable. Alors, je ne sais pas quand cet épisode sortira. Donc, soit on Avant sera le encore en 24 période avril. de précommande, soit on sera déjà en période où il sera physiquement entre des mains. Donc, oui, c'est une période super excitante.
Chouette. Ben, félicitations à toutes les deux pour ce que vous entreprenez, ce que vous partagez dans le monde. Merci. Et je suis vraiment heureuse qu'on œuvre ensemble dans cette petite communauté de personnes qui partagent le Human Design, cet outil qui est si important, en tout cas à mes yeux. Je vais peut-être te laisser la parole, Mélissa. Et est-ce que tu peux, plus en profondeur que les premiers mots que j'ai donnés sur l'autorité émotionnelle, expliquer ce que c'est pour toi, comment est-ce que tu la comprends? Euh, voilà, qu'est-ce que l'autorité émotionnelle? Alors, l'autorité émotionnelle, donc l'autorité, c'est le système de prise de décision. Et donc, quand on a une autorité émotionnelle, c'est environ une personne sur deux, hein, dans la population. Ça ne veut pas dire que pour tout le monde, ça va se passer de la même manière, mais déjà, on a toutes ces personnes-là en commun, le fait d'être fait pour patienter sur nos décisions. Parce qu'en fait, quel que soit le calibre de la vague émotionnelle ou des vagues émotionnelles qui nous caractérisent, on a une intensité énergétique émotionnelle qui est donc liée au plexus solaire et qui est une des énergies les plus intenses qu'on peut trouver dans le bodygraph et qui va avoir un impact. Et moi, ce que je dis, c'est en fait, ça colore notre perception de l'instant présent. Et cette coloration ne rend pas du tout propice le fait d'avoir une vision claire de ce qui se passe en nous et à l'extérieur de nous sur un instant T. Donc déjà, on comprend pourquoi, quand on parle d'autorité émotionnelle, on nous dit qu'on n'est pas fait pour se décider de façon spontanée et qu'il n'y a, surtout la phrase qui revient souvent, moi qui me parle beaucoup, c'est il n'y a pas de clarté dans l'instant présent pour nous. J'ai aussi vu passer, moi j'aime bien ça, je le rappelle à mes clients aussi, c'est un peu comme si on était bourré tout le temps. Donc quand on est bourré, on ne prend pas de décision. Enfin, ou on essaye, mais on a des potes qui nous empêchent de le faire. C'est pas mal. Et bien là, il faut être son pote. Et il faut vraiment se prendre par la main et lui dire, écoute, on va pas se décider maintenant, on va dormir un coup, on va dessouler et on verra ce qui se passe demain. En gros, c'est le résumé de l'autorité émotionnelle, c'est que cette puissance, la puissance de cette énergie va venir impacter notre capacité à voir clairement, à la fois, vraiment j'insiste sur les deux, hein, ce qui se passe à l'intérieur de nous et du coup, par conséquent, la vision qu'on a d'une proposition, d'un concept, parce que j'aime bien aussi réélargir sur, c'est pas uniquement la prise de décision qui est impactée par notre autorité en général, mais aujourd'hui, voilà, on se concentre sur l'émotionnel, c'est aussi notre capacité à intégrer des informations, à comprendre un concept, à intégrer, je sais pas, on se parle aujourd'hui, les gens qui nous écoutent, qui sont émotionnels, je vous invite à réécouter l'épisode parce qu'il y a des choses qui vont résonner d'une certaine manière parce que vous allez être à un certain point sur cette fameuse vague émotionnelle cyclique à l'intérieur de vous. Demain, après-demain, dans 6 mois, c'est un monde de différence. Et donc, c'est à chaque fois un enrichissement. Donc, voilà comment moi, je le comprends, comment je l'explique globalement. Mais surtout, voilà, ce qui peut être intéressant, c'est pas forcément dans un premier temps, mais aussi d'aller regarder un petit peu quel type de vague émotionnelle on peut avoir. Ça permet d'avoir des prises de conscience aussi pour nuancer les choses. Merci pour ces belles images. J'adore les images. Moi, c'était il y a quelques jours, j'étais en pleine vague émotionnelle et mon amoureuse, elle a absolument voulu qu'on s'assoie et qu'on parle de ce qui m'arrivait. J'étais, ah, mais je peux pas gérer ça. Donc, c'est ça aussi. En fait, c'est le moment où c'est too much et en fait, il y a juste besoin de laisser passer avant de pouvoir, quoi que ce soit, d'avoir cette capacité émotionnelle et de revenir en son centre. Donc, merci pour tous ces apports. Mélanie, est-ce que tu as envie d'apporter un, euh, une autre couleur à cette définition de l'autorité émotionnelle? Bah, déjà, j'ai adoré la présentation qu'en a fait Mélissa. Alors moi aussi, j'ai choisi une des vagues les plus intenses. J'ai la 1949, donc je ne recommande pas, hein, comme on dit. Mais voilà, moi aussi, j'ai des vagues émotionnelles qui sont très intenses. Et effectivement, on se rend compte quand on apprend, quand on découvre son autorité émotionnelle, on se rappelle de toutes les fois où on nous a peut-être poussé à prendre des décisions trop vite. Et parfois, ça se solde par des regrets. Mais ce que j'ai souvent fait avant de le savoir, c'est prendre des décisions sous le coup de l'enthousiasme. Alors, c'était pas, j'ai pris des décisions parce que j'étais au fond du seau, c'était justement au contraire. J'étais dans cette hauteur de vague, je croyais que tout était possible, le monde était merveilleux.
Sauf que le lendemain, hein, j'étais redescendue et j'ai dû apprendre à me dépêtrer de situations dans lesquelles je m'étais engagée et j'ai dû m'autoriser à changer d'avis et à assumer le lendemain, le surlendemain, la semaine d'après qu'en fait j'avais plus du tout envie. Donc moi ça m'a vraiment renforcée dans ma façon de poser mes limites aussi parce que je sais que je suis capable de changer d'avis et il faut que je l'assume envers moi et envers les autres. Hyper important pour quelqu'un qui a une autorité émotionnelle. En plus, je trouve ça intéressant parce que vous avez aujourd'hui une projecteur, une générateur et une manifesteur qui ont des types et des stratégies très différentes de mise en action et qui pour autant vont avoir ces mêmes peut-être points d'attention. Et ça a été, je crois, la plus grande découverte pour moi. Apprendre à dire non. Et apprendre à dire non après avoir dit oui. Et concrètement, dans vos corps, comment est-ce que ça se joue? Je te laisse la parole, Mélanie. Comment est-ce que ces vagues émotionnelles et peut-être aussi ce moment où tu sais que c'est le bon moment pour prendre la décision pour toi, comment est-ce que ça se joue? Moi, je sais que bah, ma vague émotionnelle, elle est vraiment très liée entre le cœur et le plexus parce que c'est mon canal. Euh, au contraire, quand je sais que c'est la bonne décision, je sais que c'est le moment de prendre cette décision, c'est quand à l'intérieur de mon corps, je sens comme de l'espace, de la tranquillité et de la clarté. Et alors qu'avant, il y a peut-être un fouillis d'émotions dont je n'arrive pas à démêler l'origine. Donc moi, ça c'est comme ça que ça se joue dans mon corps et j'aurais été curieuse de savoir comment ça se joue dans vos corps. Mélanie, je te laisse la parole. Ouais. Alors moi du coup comme je suis générateur, ça surprendra très peu de personnes que ça se passe évidemment dans mon ventre, hein, donc moi c'est vraiment les papillons dans le ventre dont on parle quand c'est de l'excitation, où c'est vraiment le ventre qui se serre quand on est évidemment dans les grosses décisions. Et après ça peut être c'est beaucoup la chaleur aussi pour moi. Je vais avoir aussi peut-être mon décolleté qui va prendre du rouge ou le rouge va me monter aux joues. Moi, quand quand c'est des grosses vagues, je le sens vraiment, même ça ressort par ma peau. Je trouve aussi. Mais voilà, le calme, ça va être, euh, ça va être cette certitude que j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre sur le chemin vers cette décision quand c'est un processus de décision. Et, euh, et, euh, et c'est mon mental qui s'arrête parce que moi j'ai la tête et la GNA définie et j'arrête de peser un pour et un contre que je sais que je n'ai pas à peser mais qui revient quand même parfois. Je sais que quand ça s'arrête, c'est que ma clarté est en train d'arriver. Après, ça dépend. Des fois, ça peut prendre quelques minutes et des fois, ça peut prendre quelques jours. Mais, euh, mais oui, le gros se passe dans la chaleur de mon corps. Je pense que c'est ça qui me vient en premier. Super intéressant. Donc moi, c'est mon cœur qui serre. Toi, c'est ton ventre qui se chauffe. Mélissa, est-ce que tu as envie de nous partager comment est-ce que ça se joue pour toi dans ton corps? Alors, belle question. C'est toujours une question, hein. Donc, j'apporte vraiment depuis une position d'exploration et pas depuis une position de, voilà, ça y est, j'ai identifié ma recette, mes En trucs bonne poisse. reconnaissables à 100%. C'est hyper difficile encore hein, aujourd'hui. Et je le dis beaucoup à mes clients depuis une position très humble. Euh, c'est une des questions les plus présentes pour moi, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis voilà, j'ai un 3 dans mon profil, donc du coup, forcément, c'est surtout en me retournant, je dis, ah ouais, là, non, c'était pas bon encore, hein. Je l'ai cru, mais non. Le 3 qui apprend par l'essai et l'erreur. Alors, je dirais que globalement, la sensation est que, et c'est marrant quand j'ai appris que j'avais une autorité émotionnelle, c'est venu, la première chose que c'est venu valider, c'était ce ressenti que les souvenirs les plus lointains que j'ai de phases mélancoliques, hein, puisque c'est ce qui peut se passer dans les moments de creux de vague, c'est vraiment une sensation de tristesse, de mélancolie, de tout ça. Alors chez moi, bon, il peut y avoir aussi de la colère et cette intensité-là, mais en tout cas, je me revoyais ado
avec cette espèce de sensation de creux dans le plexus solaire, comme un vide, un désintérêt pour tout. Ça peut être assez caractéristique de mes moments de bas de vague où la vie n'a plus de sens. Voilà, on est vraiment dans un côté drama, hein. Donc pour les personnes qui nous écoutent un peu initiées, donc moi j'ai le canal 12-22, donc on est vraiment très très dans le drama, donc ça relie le plexus solaire à la gorge, donc c'est un drama qui va s'exprimer aussi. Et donc voilà, donc dans le côté down, il va y avoir ça, il va y avoir aussi le besoin d'exprimer, hein. Je me vois, et ça c'est une position aussi que j'explore et qui est discutable, parce que comme le disait, mais non, c'est toi qui le disais, Cécilia, par rapport à la discussion, il faut qu'il y ait une discussion là-dessus, etc. Et en effet, tu as raison, c'est pas ce qui est recommandé pour nous émotionnels de s'exprimer, que ce soit dans un état de haut ou de bas, c'est pas ce qui est recommandé. Mais moi, je sais que je lutte avec ça parce que j'ai un tel besoin d'aller laisser mes émotions sortir, relier du plexus jusqu'à la gorge parce que j'ai une sensation que ça va me soulager. Et c'est pas toujours le cas. Ça peut. Et donc, c'est un besoin de responsabilité aussi, parce que notre design n'est pas du tout de notre faute, mais en revanche, c'est notre responsabilité d'en être conscient et de faire des choses avec, et des choses qui soient justes pour nous et aussi pour les autres. Et en fait, bah moi, de trouver des moyens d'exprimer instantanément parce que ça me soulage, mais sans que ça soit un impact trop fort pour les autres, sachant que ce que je dis sur le moment ne sera pas forcément juste demain. Et parfois, il peut y avoir des grandes remises en question de tout. Donc, comme je disais, la vie entière me paraît nulle, ma relation me paraît nulle, mon boulot, tout. Et là, c'est dur en fait parce que c'est des moments où il faut vraiment rester avec. Il peut y avoir une vraie grande peine. Et avec les années, je vois que il y a une partie de moi qui est comme ça à dire, OK, tu sais très bien que demain, ça aura bougé. Donc, rassure-toi, c'est pas dans 10 jours que ça aura bougé. Demain, voire dans quelques heures, ça aura bougé. Et pour autant, il y a une bagarre interne de ouais, mais là, maintenant, c'est hyper réel, en fait. C'est très, 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 très réel et c'est très, très dur de rester avec. Et je me vois encore avoir euh, des comportements de fuite, à vouloir appeler quelqu'un, à vouloir aller me distraire, à vouloir aller déjeuner, à vouloir aller et non, en fait, l'idée, c'est de pas aller polluer les autres avec un état qui peut être super difficile à recevoir pour eux. S'ils sont ouverts, ils vont l'avoir plus, plus. Donc, c'est déjà dur pour moi. Pour eux, ça va être hyper intense. Et l'idée, c'est surtout d'apprendre, comme d'apprendre en maturité émotionnelle, comme on le fait, on espère, avec les enfants. Il faut rester avec. C'est désagréable, mais ça va passer. Donc, moi, déjà, dans le corps, il y a ça dans la partie un peu creux de vague. Et dans le haut, il y a vraiment ce côté, c'est pas pour rien que j'utilise ça, le côté bourré. C'est vraiment, on dirait, on peut croire à des moments que je suis bourrée. Genre, mon mec, et maintenant, il a l'habitude, mais il me regarde et je vais faire blague sur blague et c'est hyper euphorique et c'est la vie, elle est géniale et tu te rends pas compte et je suis la meilleure et j'ai des idées de fou et c'est trop bien et je suis tellement drôle et ha 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 ha. Et je le vois me regarder, lui, il est ouvert émotionnellement et il regarde ça et je le vois un peu surfer à côté et dire, ah, ok, on en est là, c'est intéressant. Et dans le corps, ouais, c'est ce que tu décrivais, Mélanie, aussi, je me rapproche de ça, le côté, alors moi, j'ai pas le sacral défini, mais ça pétille, ça bouillonne, ça, voilà, ça prend et dans le corps et dans la capacité aussi à m'observer de l'extérieur et dire, ah ouais, ok, on est vraiment là-dessus, c'est, wouh, ça pète le feu, quoi. Et pour la partie clarté, alors, j'ai l'impression, c'est représentatif de là où j'en suis maintenant, je sais pas si ça va rester comme ça, mais j'ai l'impression que quand je suis au clair, alors oui, il y a aussi cette notion de mental qui s'apaise, d'être beaucoup moins dans l'argumentaire, mais il y a aussi, c'est comme si j'avais plus grand-chose à exprimer. Hmm. C'est-à-dire que quand c'est dans le down, quand c'est dans le up, moulin à parole. Ok. Ça reste assez ma nature de toute façon. Et puis, et comme avec cette notion, il faut que ça sorte, quoi. Et je crois que quand ça se tarit, c'est un de mes indicateurs aussi. Je ne sais pas trop quoi dire. Il n'y a plus grand-chose à dire. Voilà. Aussi bien que ce soit un oui ou un non, hein, peu importe. Donc ça, c'est un bon indicateur. Euh, et ouais, ce qui a été aussi, et qui l'est encore, hein, assez compliqué à défaire chez moi, c'est que, et ça doit être le cas pour vous aussi, j'imagine, on est habitué à- on est conditionné en fait à penser que l'intensité émotionnelle va être beaucoup plus vraie. Donc un grand, grand oui excité, bah, c'est un vrai oui. Un grand, grand non bien ferme, bah, c'est un vrai non. Et finalement, nous, ce qu'on cherche, c'est plutôt quelque chose de plus neutre, de Hmm. dépassionné, de déchargé. Ouais. Et en fait, bah, ça, moi en tout cas, mon mental, il aime pas, hein. Moi, quand Ah c'est oui. neutre et quand c'est dépassionné, ça m'intéresse pas. Je suis tellement passionnée
bon, bah, du coup, c'est pas la peine en fait. À quoi bon? Et Ouais. en fait, ça, c'est un bon indicateur pour moi. Quand je vois que je suis moins excitée sur un truc et que je suis presque à me dire, bon, bah, ça va quoi, on s'en fout finalement, bon, laissons-le tomber, et d'aller creuser ça. Est-ce qu'on le laisse tomber parce que c'est pas le moment, c'est pas un truc à faire et c'est un non, ou est-ce qu'on le laisse tomber parce que il y a quelque chose dans ton addiction à l'émotion, dans ton addiction à l'intensité qui finalement est un indicateur de ah, on a peut-être quelque chose de pas mal là, du coup, si on est plus neutre. Voilà, Oui, globalement. je suis Ça me parle beaucoup aussi dans le terme avec les relations. Mes relations jeunes, je voulais cette intensité, je recherchais cette passion. Tu parlais d'addiction un peu à ces ressentis très hauts et très bas. Et je pense que bah, la clarté c'est l'homme de ma vie, elle est venue par ce calme aussi. Avec lui, c'est simple, c'est doux, c'est évident, on n'est plus dans les dramas. Et ça m'a fait peur sur le coup, alors que c'était la vraie évidence. Trop intéressant. hyper intéressant, surtout que c'est des choses dont on parle très peu, alors que la moitié de la population, plus de la moitié de la population, a cette autorité. Donc ça veut dire qu'en fait, on est tous shootés à nos... Enfin, pas tous, la moitié de la population est shootée à ses émotions. Et je trouvais ça hyper intéressant, cette idée de comment est-ce qu'on revient vraiment à un côté neutre et d'observer autant la stratégie du trop que du passé, enfin, que du down, du creux de la vague ou du haut de la vague. Et en fait, en vous écoutant, il m'est venu une question que j'avais pas forcément prévue, mais qui me semble maintenant totalement importante à parler, parce que donc du coup, moi, mon canal, c'est le canal de l'ego, c'est le canal du 40-37. Donc en fait, c'est pour ça que moi, comme quand je suis dans le haut de la vague, c'est que je suis à fond volonté, envie de manger le monde, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et quand je suis dans le creux de la vague, c'est un peu le contraire. Et c'est avec ce lien à la communauté. Donc, je me dis qu'il est peut-être très important de parler justement des différentes caractéristiques des vagues, euh, parce que finalement, ce podcast n'aura vraiment que de substance que si on va dans la profondeur et qu'on ne reste pas dans généralisation. Et c'est là où on comprend aussi que le human design ne peut pas se généraliser, qu'on est tous hyper uniques. C'est pas pour rien que c'est la science de la différenciation et on aime bien nous mettre dans des petites cases, les types énergétiques, les machins, les bidules, alors qu'en fait, c'est dans la spécialisation qu'on voit. Et d'ailleurs, c'est un post que j'ai vu chez toi, Mélanie, hier, que j'ai adoré, avec le Big Three, qui ne parlait pas du type énergétique. Et je pense qu'on a besoin de commencer à parler du Human Design de cette manière-là. Et est-ce que tu as envie de nous parler de ça, Mélanie, de ces différentes vagues, de comment est-ce que on peut où est-ce qu'on peut aller regarder et comment est-ce qu'on peut s'en empuissancer dans sa réalité à soi? Ouais, alors il y a quatre types de vagues émotionnelles différentes suivant les canaux qui sont activés. Certaines personnes peuvent aussi avoir plusieurs vagues. Alors elles sont classées par intensité. La vague source du 6,59 serait une vague assez légère. Après, c'est encore une fois, ça dépend de plein de choses dans le design de la personne. J'ai une cliente qui vit cette vague-là de façon très très forte parce qu'elle a également la porte 36, elle a également la porte 55. Donc son 6,59, elle le ressent très très fort. Donc évidemment, comme toujours en human design, il faut aller regarder les nuances et pas se focaliser sur un seul point. On a la vague tribale qui va être celle des canaux 19,49 et 37,40, donc qui va aller crescendo avec des gros creux, puis remonter avec de nouveaux creux. Donc ça, c'est pareil, ça va être une vague très intense. C'est la mienne et c'est la tienne, Cécilia, du coup. Moi, j'appelle ça, parce que j'ai le 19,49, moi, je pleure beaucoup, parce que c'est le 19, c'est cette sensibilité du 19. Moi, c'est comme ça que ça sort parce que Cécilia, Mélissa, tu parlais de ta gorge définie. Moi, elle n'est pas définie. Donc moi, le nœud, il va se situer dans ma gorge et il va s'exprimer en pleurant et pas forcément par les mots. Donc cette vague-là, elle est bien intense. Ensuite, on a les vagues individuelles des canaux 12-22 et 39-55. Donc avec des grands pics, des phases de stabilisation et des phases de creux de vague qui va être aussi bien intense. On a du coup le canal dont parlait Mélissa qui s'exprime par sa gorge et qu'elle ressent de façon très intense. Et le 39-55, il va s'exprimer peut-être
peut-être par beaucoup plus de mélancolie aussi, hein, même si le 22 est mélancolique aussi. Le 55 va possiblement se positionner en tant que victime et va aller piquer peut-être la personne ou le sujet de ce déclenchement de vagues par cette porte de la provocation. Et ensuite, on a les vagues collectives. Donc là, des canaux 30-41 et 35-36, où là, ça va être des pics et des vallées un petit peu qui ressembleraient à quelque chose de plus saccadé. Mais encore une fois, c'est vraiment l'expérience de chacun et comment ça se manifeste chez la personne en fonction du reste de son design. Il y a des personnes leur canal émotionnel, c'est la seule définition, c'est le seul canal qu'elles ont. Non, ça s'exprime complètement différemment que moi qui ai peut-être 5 canaux et 3 activations dans mon plexus. Donc, on peut regarder ça, mais encore une fois, on regarde le graphe toujours de manière holistique. We do agree. Mélissa, tu as envie de nous apporter quelque chose sur ce sujet-là, ou on passe au conseil à donner et ne surtout pas donner. That's the call. Non, je pense que la description là pour le but de ce podcast, c'est bien. On va pas forcément en rajouter. Je pense que tout est dit, aussi bien sur le fait qu'il existe des nuances, sur le fait que on peut les avoir à l'intérieur de soi, que si vous êtes accompagnant, ne partez jamais du principe que ça va se manifester comme vous l'avez lu dans un livre ou dans un document ou dans l'expérience relatée de quelqu'un. Vraiment, l'idée, c'est de toujours laisser de donner des clés, mais de laisser la souveraineté de l'expression à la personne qui le vit. Moi aussi, j'ai exactement ce cas que tu décris, Mélanie. C'est pas une cliente, c'est une de mes meilleures amies, 6,59, et alors une intensité incroyable. Mais plein de choses rentrent en ligne de compte. Quel conditionnement, quel est le design des parents dans la famille dans laquelle elle a vécu, quelle était la place, est-ce que c'est une émotion, c'est quelqu'un qui a peut-être été un peu réprimé au niveau émotionnel dans la famille. Donc du coup, il y a quelque chose qui est toujours sur le point d'exploser. Euh, donc voilà, il ne faut pas toujours mettre les étiquettes de alors ça c'est intense, ça c'est plus cool, ça c'est machin. L'idée c'est de ne pas mettre d'étiquette du tout et de laisser à la personne de lui donner des tips, des clés, de normaliser les choses. Moi c'est là-dessus que j'insiste vraiment avec les gens, parce que c'est de ça dont j'ai eu le plus besoin en fait, hein. Moi j'ai cru que j'avais des troubles psychologiques quand même à un moment, hein. J'ai cru que j'étais bipolaire. Quand je vous décris les côtés hyper euphoriques et tout, il y a des moments où tu te dis, enfin plus maintenant. Maintenant, j'en profite et je rigole avec la position un peu extérieure. Mais, enfin, je rigole pas trop dans les creux, mais dans les up. Mais c'est surtout de normaliser les choses, d'expliquer aux gens qu'il y a pas de souci la plupart du temps. Alors moi, je vais pas sur le terrain des médicalisations, etc. Mais je pense intimement qu'il y a des médicaments qui sont donnés, des traitements qui sont donnés à des gens qui peut-être ne les auraient pas forcément eu si on avait eu connaissance de leur fonctionnement émotionnel. Encore une fois, ça serait bien que tout le monde soit informé pour que les choses soient faites, les décisions, qu'elles soient médicales ou pas, soient prises de façon holistique. Euh, Parce qu'il y a plus que certains symptômes et le petit bout de lorgnette par lequel on regarde les choses. Et c'est valable pour nous aussi, hein. Tout n'est pas limité au human design, mais, euh, mais beaucoup plus, voilà, normaliser, donner des clés plutôt que interpréter à la place. Voilà, parce qu'en fait, c'est hyper intéressant de découvrir ces différentes vagues, mais après, c'est tellement, tellement dépendant du conditionnement du reste du schéma, de plein de choses, de là où on en est dans notre capacité à nous autoriser, à rester avec. Est-ce que tu les acceptes? Est-ce que tu les acceptes pas? Est-ce que tu y mets du mental? Voilà. Mais globalement, c'est ce que je pourrais ajouter là-dessus. Moi, j'avais juste envie de donner un petit exemple. Je me suis rendu compte, donc j'ai une autorité, enfin, je suis un type non sacral et énergétique. Je suis projecteur énergétique parce que j'ai trois des centres moteurs activés, donc tout sauf le sacral, et donc je suis une boule d'énergie, mais vraiment une boule d'énergie qui à un moment a un zéro et arrive à zéro et n'existe plus. Et je me rappelle là quand j'étais en vacances, enfin quand j'étais en voyage en Amérique latine, il y a des moments où une demi-heure avant, je pétais la forme, un peu comme ce que tu dis, je suis la meilleure, tu montes, la machin. Une demi-heure après, au lit, je dors, j'ai disparu, Cécilia, elle, faut plus lui parler. Mon amoureuse, quand elle m'a connue, elle était ah, trop génial, on va aller faire des trucs. J'étais non, non, moi, là, dans une demi-heure, je suis au lit. Et je le savais parce que je me connais, parce qu'en fait, je sais que c'est juste là le trop plein d'énergie, la vague, je suis trop heureuse, le tout va bien, mais qu'en fait, à l'intérieur, il n'y a plus d'énergie sacrale. Et
Pourquoi est-ce que je raconte ça? C'est déjà pour avoir d'autres exemples de comment on peut fonctionner et en fait juste de, de donner l'autorisation à chacun de se regarder et de s'accepter. Et merci pour ce que tu viens de dire, Mélissa, parce qu'en fait c'est ça le Human Design, c'est mon fonctionnement, il est comme ça, je peux l'expliquer ou pas, conditionnement, Human Design, tout dépend. Mais en tout cas, tout est juste. Parce que c'est un chemin que j'ai choisi à un certain moment, que je m'en rappelle ou pas. En tout cas, c'est mon incarnation, c'est ce avec quoi je chemine cette vie. Et, 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 et je trouve que, il y a tellement de beaux cadeaux dans tous les profils, dans toutes les incarnations, euh, que je trouve ça tellement dommage qu'on en soit encore beaucoup à cette ère de l'auto-jugement de l'auto-sabotage. Donc voilà, j'avais envie de donner un autre exemple de personnes complètement bipolaires à un certain autre moment. Et that's okay! Et, ok. Et Mélanie, quel conseil tu pourrais donner aujourd'hui à des personnes qui nous écoutent, qui ont une autorité émotionnelle, ou aussi à des accompagnants qui accompagnent des personnes à autorité émotionnelle, parce que ce podcast sont autant pour l'un que pour l'autre, dans leur prise de décision? Comment est-ce qu'on peut guider une prise de décision quand on a une autorité émotionnelle pour soi ou pour son client? Bah, le premier et l'évidence, c'est de prendre son temps, mais comme on a parlé Mélissa, ça va être aussi de rester avec l'émotion, aussi inconfortable qu'elle soit, pour la personne, ou pour l'accompagnant ou pour le conjoint, hein, parce qu'il y a ça aussi, de laisser la personne être dans son émotion, peut-être dans son creux de la vague, et de pas essayer de la sauver si c'est pas le moment pour elle d'attraper la bouée elle a pas encore atteint ce moment-là dans sa vague. Donc ça sera de prendre le temps quand les décisions sont importantes à prendre et de laisser l'espace d'exprimer ou pas, de demander à la personne simplement de quoi elle a besoin. Est-ce qu'elle a besoin de solitude, suivant son design? Est-ce qu'elle a besoin d'en parler, suivant son design, ou simplement d'être écoutée sans être conseillée? Parce que c'est pareil, c'est quelque chose qu'on cultive de plus en plus avec cette connaissance du human design, qu'on peut juste simplement écouter nos amis et sans essayer d'interférer dans leur prise de décision. Et voilà, laisser l'espace, qu'il soit, qu'il soit ressenti comme nécessaire ou pas. En tant qu'accompagnant, une personne va peut-être être très enthousiaste et vouloir signer, re-signer et des choses comme ça. Toujours laisser le temps de dire tu reviendras vers moi lundi pour ou quelques jours après ou le lendemain, peu importe, pour laisser s'il restait une petite vaguelette à expérimenter pour la laisser passer également et ne pas en profiter de ce haut de notre client à son désavantage peut-être sur le long terme. Ouais, je pense que c'est intéressant aussi d'aller re-regarder les outils marketing qu'on peut utiliser dans nos techniques de vente. Euh, Parce que comme on prend conscience que plus de 50% de la population a cette autorité émotionnelle, tout ce qui va être profite de mon offre super ultime à moins 50% juste pendant les 2 prochaines heures, bah, c'est totalement contre-intuitif à plus de 50% de la population. Et moi, quand j'ai compris ça, j'ai compris qu'on jouait avec nos émotions depuis toujours, ce qui n'est pas mauvais en soi. Dire que le marketing, bien sûr que c'est provoquer de l'émotion chez la personne, notre prospect, notre audience, pour créer un lien de confiance. Mais c'est créer un lien de confiance, pas créer un lien d'abus. Et je pense qu'on a beaucoup aussi à regarder en tant que accompagnant, donc en tant que professionnel et entrepreneur, et mais aussi en tant qu'acheteur, de quel est le processus qui est en train de se mettre en place et à quel point ça sert ma souveraineté ou alors ça joue sur ma douleur. Et spoiler alerte, un autre. Je suis vraiment désolée pour vous, mais beaucoup trop d'entrepreneurs continuent de jouer sur les zones de douleur et avec des stratégies qui ne sont pas saines pour soi. Donc, ouais, bref, c'est mon petit disclaimer de coach entrepreneurial qui en a marre de ce monde, de l'entrepreneuriat qui n'est pas respectueux de l'être et de l'individu.
Mélissa, est-ce que tu as envie de nous partager, toi, tes petits conseils ou alors c'est OK pour toi et on passerait plus aux conseils à ne surtout pas donner? Je te laisse sentir ce que tu as envie de nous partager. Ce qui me vient là, c'est un truc avec lequel j'expérimente moi depuis quelques années, plus récemment en fait. Au début, j'étais un petit peu plus formatée dans ma compréhension du design et donc avec un côté un peu plus scolaire. Quand on découvre, et c'est valable pas que pour les gens qui se forment, c'est valable aussi pour les gens qui nous écoutent, euh, on parle beaucoup de relier l'autorité émotionnelle aux grandes décisions. On parle souvent de ça, pas que pour le générateur, d'ailleurs, en disant, et puis pour les petites décisions, vous avez le sacral, dans sa spontanéité, on en parle aussi en tant qu'être émotionnel, un peu en général. Il y a cette opposition entre les petites décisions et les grandes décisions. Et celles sur lesquelles il faudrait patienter, ce seraient les grandes. Alors les grandes, c'est bien entendu toujours très subjectif. Pour toi, une grande décision, ça va être différent de ce qui est pour moi une grande décision. Mais OK, alors en human design traditionnel, c'est carrière, amour, lieu de vie, principalement. OK. Et moi, ça, c'est vraiment un truc que je déconstruis maintenant. Et en fait, la clarté qui est arrivée là-dessus après des années, c'est qu'en fait, si on dit ça, c'est parce qu'on part du principe que le monde dans lequel on vit n'est pas respectueux de l'unicité de chacun au stade où on en est. Et donc, comment on fait pour vivre son design dans un monde qui n'est pas encore design friendly? Et donc, on trouve des espèces d'ajustements et des choses, des types de compromis. Et donc, c'est tout à fait logique, mais pour moi, c'est très intellectuel que de dire petite décision, petit impact, grande décision, grand impact. Donc, si on doit vraiment aller patienter, eh ben, on se le fait pour les grandes décisions parce que là, vraiment, ça peut être dramatique. Pour le reste, faites comme vous pouvez, quoi. Et moi, je suis pas d'accord avec ça et je trouve que c'est très difficile aussi parce que du coup, c'est les grandes décisions, c'est celles où on va être le plus pétrifié et le plus dans notre mental. Donc, la pratique et l'expérimentation quotidienne, elle se fait dans les petites choses. C'est là qu'on prend confiance, c'est là qu'on reprogramme ses cellules et c'est là qu'on se prépare pour les grandes décisions. Donc, moi, mon conseil, il est patienter pour tout, autant que possible. Alors, dormez pas forcément une nuit pour choisir au resto. Et encore, moi, si je chope la carte d'un resto dans lequel je suis jamais allée, Pareil. si je check la carte avant, tu peux être sûr que quelques jours avant, si j'ai la main dessus, je vais regarder, ou le matin pour le soir. Aussi. Et quand j'étais plus jeune, je pensais que je checkais souvent les desserts parce que je croyais que ça allait impacter, comme j'étais plus ou moins tout le temps au régime ou je sais pas quoi, je pensais que je le faisais uniquement pour aller checker si le dessert valait le coup, alors j'allais choisir un autre plat. Et en fait, je crois qu'il n'y avait pas que ça qui se jouait. Il y avait aussi que j'avais besoin d'aller regarder avec quoi je joue et qu'est-ce que je pourrais prendre. Et en fait, maintenant, je le fais pour tout. Je vais en librairie, il m'arrive régulièrement de reposer un bouquin poche à 7,90 €. Quelle est la conséquence? Il n'y en a aucune. Même si je le regrette demain, je le fous dans la boîte à livres, on en finit, quoi. Eh ben non. Je veux me tester, je veux voir comment c'est dans mon corps. Et la plupart du temps, j'y retourne pas. J'en ai rien à faire et je le cherche même pas ailleurs. C'est fini, je l'ai oublié. Et ces petites choses-là, pour moi, elles sont hyper importantes parce que c'est là la réalité, parce que le design, ça s'expérimente. Et les grandes décisions, c'est trop, ça arrive pas assez souvent, c'est trop d'enjeux, c'est trop d'investissement et c'est trop dur en fait pour le mental. Selon d'où on part, peut-être après des années et des années d'expérimentation, on devient de plus en plus confortable avec ça et c'est le but. Mais pour les gens qui nous écoutent et la majorité d'entre nous par rapport à où on en est, essayez vraiment avec tout. Un déjeuner entre amis, un truc, un petit bouquin, un petit bijou, un petit achat, qu'est-ce que je vais manger demain, enfin, vraiment des petites choses, parce que c'est la somme de tout ça qui nous permet de prendre confiance et de vérifier pour que le mental y redescende d'un étage, en fait, dans son côté égo et dans son humilité, pour accepter de se mettre un peu derrière, baisser un peu le volume et dire, ah, peut-être que, en effet, il y a quelque chose là-dedans. Est-ce que tu as envie d'enchaîner sur les conseils à surtout du coup ne pas donner en tant qu'accompagnant d'une personne émotionnelle avec autorité émotionnelle? Et quel serait le conseil que tu entends peut-être encore et qui pour toi est totalement contre-productif? Je pense que Mélanie l'a bien couvert et toi aussi, dans ton petit rebel moment contre l'industrie. On l'entend, et pas que l'industrie du coaching d'ailleurs, on le voit partout, les promos, etc. Et le côté c'est cool d'être dans l'urgence. Euh, je pense que insister, tu vois, sur la partie que j'ai abordée un peu tout à l'heure, en tant qu'accompagnant, par exemple, euh, vraiment insister sur le fait de
euh, ça n'a pas de valeur ce que vous ressentez maintenant. Donc, ne vous décidez pas, ne vous exprimez pas, ne pas... Voilà. Et ça, c'est des trucs que moi, j'essaye même de transmettre, aucun rapport. Moi, je suis la zinzin en rendez-vous avec un agent immobilier qui me présente des programmes il y a 2 ans et puis qui après me dit alors, vous en pensez quoi? Je dis, mais alors vraiment, ce que j'en pense maintenant, on s'en fiche, hein. Non, mais quand même, vous avez sûrement un ressenti. Je dis, non, mais demandez à mon mec. Lui, c'est intéressant ce qu'il a à dire maintenant. Moi, on s'en fiche. Ah bon, ah bon. Et je me dis, bon, il se trouve qu'avec ce mec, après, on a discuté design. Donc, bon, pour le coup, je lui ai mis des mots sur ce que je lui avais fait. Mais en vrai, je cherche vraiment à sensibiliser tous les types d'industries à ça. Ça n'a pas grande importance. Je reviendrai vers vous, je vous ferai un petit mail demain, je vous dirai mon feedback sur les différents programmes. Et c'est donc cette notion-là, aussi bien sur ne pas inciter les gens à se décider, mais aussi les inciter à moi ce que bah, du coup ouais pardon je dévie sur les côtés conseils plus à donner que ne pas parce que là j'en ai pas trop qui me viennent mais c'est la réciproque en fait donc c'est pas complètement illogique. Il y a aussi le côté moi ce que je dis souvent alors moi je fais pas d'appel découverte et tout parce que c'est pas dans mes accompagnements aujourd'hui mais souvent ce qui m'est venu en parlant avec d'autres personnes qui proposent ça de dire n'hésitez pas à enregistrer les appels découvertes pour vos clients ou clientes parce que s'ils sont émotionnels ça peut être cool pour eux de les réécouter et évidemment, comme tu le disais, de pas se précipiter à signer, etc., mais aussi d'avoir un moyen de se reconfronter au produit, à la plaquette, au site, au machin, et pourquoi pas à votre énergie aussi, en tant qu'accompagnant, et donc d'avoir un moyen qui puisse bah, réécouter votre enregistrement, par exemple. Donc ça peut être très bien. Et puis, il y a quelque chose quand même aussi, hein, je le dis aux personnes qui seraient peut-être un peu frustrées d'être émotionnelles. L'idée, c'est quand même de tomber amoureux de son design. Alors moi, ça me fait rire tous les trucs, avoir du design envy et de dire, ah, ça pourrait être cool. Moi, je parlais de ça l'autre jour avec un copain au téléphone en lui disant la 2644 quand même du marketeur. Moi, de temps en temps, j'aimerais bien faire ça, ce serait cool. Mais globalement, je suis très contente de mon design. Il y a pas de souci, même au fond de ma vague et au fond de mon lit. Mais un peu ce côté... d'être capable de regarder le truc et de le voir comme un cadeau. D'abord parce que, comme tu disais, Cécilia, on l'a choisi à un moment ou à un autre, hein, même si on est en amnésie, et de se dire que c'est cool. C'est cool, il y a une profondeur en fait qui s'installe, il y a quelque chose de très intégré. C'est cool même si la société nous l'indique pas. Donc, trouver des moyens de faire la paix avec ça. Et il me venait un truc que je voulais rajouter, je ne sais plus où, je vais le rajouter là et puis vous raccrocherez les wagons. Oui, c'était par rapport à ce que j'avais dit et que Mélanie a rajouté sur le fait de rester avec les émotions. Et je pense que c'est intéressant aussi là-dessus de revenir sur le fait que le human design n'est pas la réponse à tout. Et souvent, quand on plonge dedans, professionnellement ou en amateur, souvent plus en amateur, en fait, les gens vont avoir tendance à penser que le human design, c'est le début, la fin de tout, et que du coup, toutes les réponses vont être à trouver là-dedans. Et en fait, je crois que oui, revenir à l'intelligence du corps, c'est hyper important. Mais parfois, selon ce qu'on a vécu, l'état de notre système nerveux et les traumas qu'on peut avoir eus, en fait, on n'est pas en capacité de rester avec l'émotion. Et c'est pas qu'on ne veut pas, c'est pas que la société nous met que en état d'urgence, c'est que notre corps n'a pas la capacité, notre système nerveux ne peut pas en fait encaisser ça. Et donc, c'est là où on va avoir peut-être besoin d'autres professionnels parce que le meilleur bouquin du monde, la meilleure coach du monde formée au design n'a peut-être pas forcément tous les outils et répéter à quelqu'un 18 fois reviens dans ton corps, reviens dans ton corps, si pour lui, c'est pas safe d'être dans son corps, ça sert à rien en fait. Donc c'est là où peut-être travailler main dans la main avec d'autres outils ou rediriger vers d'autres professionnels, ça peut être hyper intéressant. Parce que, et ça j'en parle de plus en plus parce que le design revenir au corps, ouais, mais il y a des gens, on est tous plus ou moins traumatisés à certains endroits et revenir dans le corps n'est pas forcément possible en l'état de notre vie à cet instant T. Et là, on peut être encore à nouveau dans une spirale de le mental qui dit, ah, mais du coup, j'y arrive pas, je suis défaillant, donc stress en plus. Et finalement, on est complètement à côté de la plaque, quoi. Et on rate le truc avec notre message qui est super juste. J'ai fait une grosse déviation hein, pour ton histoire de quoi surtout pas faire. Mais alors, bon, vous êtes de nouvelles invitées dans l'art de ta puissance, mais alors l'art de ta puissance, c'est un podcast qui part dans tous les sens parce que l'important, c'est de parler vrai, c'est pas les beaux épisodes bien montés. Enfin, si, ils sont bien montés, hein, je pense. Il y a beaucoup de travail, hein. Mais ce que je veux dire, il y a du vrai, il y a de l'humain, il y a du cru. Et, Mélanie, est-ce que tu as envie de nous apporter quelque chose sur quoi ne pas conseiller, quoi conseiller, rebondir? Repartir il y a une demi-heure. Repartir dans l'autre sens.
Oui, bah, je suis évidemment d'accord avec Mélissa dans le sens où il y a les outils de régulation du système nerveux, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Moi, je sais que j'ai deux fils qui ont 7 et 8 ans, l'un est émotionnel, l'autre pas, donc c'est un travail que je fais vraiment au quotidien de leur montrer que c'est OK d'être en colère, c'est OK d'être frustré, j'essaie de les aider au maximum à mettre les mots. Parce que Ra a dit le human design, c'est pour les enfants, hein. Il y a aussi cette responsabilité que moi je prends en tant que maman d'élever mes enfants en respectant du coup l'émotionnalité de l'un et la non-émotionnalité de l'autre. Et je les accompagne vraiment tous les deux sur ce chemin-là parce que pour moi je trouve que c'est un des trucs les plus importants dans leur vie aussi de petits garçons. Les émotions, c'est complètement OK pour les petits garçons, hein, ce que nos maris et nos pères n'ont pas entendu. Donc moi, c'est un vrai travail que je fais avec mes fils. Et il y a aussi dans les conseils à ne pas donner, peut-être en tant qu'accompagnante, ça serait ce truc de euh, tu as peur, mais fais-le quand même, ou des choses comme Oh, ça. waouh, oui. Celui-là, il est c'est normal d'avoir peur, fais-le quand même, tu vas grandir de l'autre côté de ta peur. C'est vraiment pas le cas pour tout le monde. Encore une fois, la moitié des personnes sont émotionnelles et ne sont pas faites pour prendre des décisions quand elles ressentent de la peur. Et c'est pareil, ça fait partie d'une des motivations sur 6 uniquement. Donc c'est encore des petits détails à aller regarder dans le schéma pour, mais oui, tu as peur, mais fais-le quand même. Mhm. Je pense qu'il faudrait le bannir aussi, celui-là. Et le quand on veut, on peut. Alors, ça fonctionne pour certaines personnes comme moi. Mais le quand on veut, on peut, performatif, justement pour faire re-rentrer les gens dans leur trauma. Et en plus, quand il y a ces vagues émotionnelles, c'est vraiment amener le client à sa perte et à une zone de trauma qui a pas de sens, qui a plus de sens en tout cas. Plus si on a vraiment envie de travailler d'humain à humain. Et merci beaucoup les filles pour ce merveilleux podcast. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. J'espère que vous aussi. Et je suis sûre que ceux et celles qui nous écoutent prennent énormément de plaisir à l'écouter. Avant de se dire au revoir, je voulais vous laisser la parole pour une dernière recommandation autour de l'autorité émotionnelle ou du human design. Ça peut être un livre, un documentaire, un film, une idée, un concept que vous avez envie de laisser en piste de réflexion pour les personnes qui nous écoutent, en plus de toutes celles qu'on a déjà laissées. Euh, qui a envie de commencer? Je vous laisse. En, en film, j'ai une petite idée. Alors encore une fois, c'est mon, c'est mon côté maman, mais la série de films, il y a le 2 qui va sortir bientôt, vice-versa, pour les émotions, nommer les émotions, voir comment elles s'expriment dans les petites têtes des enfants. Ça peut être très intéressant pour ça. Après, moi, je suis une grande fan de musique, donc moi, j'aime me poser avec de la musique dans mon émotion pour aller bien au fond du creux de la vague si nécessaire ou danser toute ma joie de générateur quand je suis plus haut. Et moi, je suis une grande enfant et vice-versa, je l'ai adoré et Oui. ça m'a réconciliée avec moi-même. Donc, je dirais même pas que pour les enfants, hein. Non, mais Mélissa? pas du tout, hein. En plus, c'est vraiment. Mais en fait, je parlais avec quelqu'un qui a redécouvert les dessins animés récemment. Moi, je suis pas trop dessin animé depuis l'âge adulte parce que j'ai pas d'enfants, j'en ai pas énormément autour de moi que je vois, que je garde ou que voilà. Et elle me racontait, cette personne, elle a redécouvert tous les Disney et tout, et à quel point il y a une double, voire triple lecture, en fait, hein. Donc, que ce soit vice-versa qui est récent, ou même si on se replonge dans ceux de notre génération, alors je sais pas quel âge vous avez, mais moi, c'était les Aladdin, les machins, les trucs comme ça. Et en fait, bah, il y a une vraie lecture d'adulte. Donc, très intéressant, très intéressant. Et ils le font maintenant beaucoup plus, de façon plus visible, je trouve, avec les nouveaux. Mais même à notre époque, c'était déjà hyper là, quoi. Donc, ça peut être intéressant de revoir ça. Alors, moi, ça m'a fait penser à ce que tu dis, Mélanie, avec le côté je vais aller me mettre telle ou telle musique. Moi, je sais exactement comment aller me faire évacuer si parfois je. Alors, je ne suis pas toujours hyper consciente de là où j'en suis, mais ça peut être intéressant si vous commencez à l'être, ou vous voyez, vous êtes un peu dans un down et tout ça, allez vous faire sortir le truc. Donc, solitude, vraiment plus, plus.
On n'en a pas forcément parlé, mais pour moi, c'est le tips. Et on en a parlé quand je disais que je le fuyais un peu, hein, quand on est là en train d'essayer de distraire le machin. Observez vos comportements d'anesthésie. Est-ce que j'ai envie d'aller voir du monde? Est-ce que j'ai envie d'aller acheter un truc? Est-ce que j'ai envie de manger du chocolat? Est-ce que j'ai... Voilà, toutes ces choses-là qui peuvent avoir tout à fait leur place, hein. Moi, je ne suis pas là dans le côté il faut éradiquer. Il faut juste être en conscience et en observation. Voilà, moi, je vais bouffer du chocolat. Quand je vais pas bien, je le vois. Mais je me mens pas, quoi. Je vois très bien ce qui est en train de se passer. C'est déjà différent. Et je sais exactement aussi quel type de film ou quel type de musique. J'ai pas une playlist, mais ce serait tout comme en fait, où je sais que je peux aller appuyer là et ah là on est bien, là maintenant on va pleurer. Allez, on y va, ça va sortir. Et ça va du coup accélérer peut-être un peu le processus, même si c'est pas le but, il faut vraiment le laisser suivre son cours, mais ça peut permettre voilà, d'éviter peut-être certaines explosions, ou si tu sais que peut-être euh, moi, je conseille à tout le monde aussi d'être suffisamment flexible. J'aimerais qu'on puisse collectivement se dessiner des vies suffisamment flexible pour pouvoir avoir plus de marge de manœuvre sur nos rendez-vous, sur nos... Voilà, parce que déjà, je sais qu'il y a des gens qui n'osent pas annuler des dîners ou des machins quand ils sont de mauvaise humeur. Donc déjà, bien sûr, allons-y, puisque c'est entre amis ou en famille. Mais même, moi, je rêve d'un monde où c'est OK de recevoir un mail ou de l'envoyer en disant, écoutez, là, je ne peux pas vous faire tel ou tel accompagnement ou telle séance aujourd'hui parce que c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour vous, quoi, par réciprocité. Donc ça, c'est un des meilleurs conseils et je pense que celui-là, on le verra de notre vivant. Autant il y a plein de trucs pour lesquels j'ai Ouais. des grandes visions pour le monde et on sera plus là, nous. Mais celui-là, je pense qu'on sera là. On sera peut-être des vieilles dames, mais on sera là à l'heure où ce sera complètement fine de dire non, pas aujourd'hui. On avait rendez-vous, ça fait 7 mois que vous avez pris rendez-vous, mais non. Et que ce Moi, je l'ai soit déjà fait, hein. complètement OK. Moi, je le fais aussi hein, de plus en Ouais. plus, mais c'est pas la norme, quoi. Oui. Et Ni c'est... dans notre milieu, ni dans le monde, encore moins en général, quoi. Ouais, carrément. Mais ouais, moi, je l'ai déjà fait aussi parce que aujourd'hui, je ne peux pas délivrer ce que je délivre d'habitude. Donc, c'est un Ouais, desservice pour moi, pour mon entreprise et pour la cliente. Même si c'est pas forcément facile de recaler le rendez-vous après, et oui. c'est le problème. Mm. Et moi, le conseil que j'avais vraiment envie de donner à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui, c'est de cultiver la présence finalement. Parce que comment est-ce qu'on se construit une vie sur mesure qui peut être flexible? Bah, depuis la présence, depuis cette écoute intérieure, depuis cette observation de je tire mon arc, je pointe la flèche et elle va directement là où j'ai envie qu'elle aille, elle provoque ce que j'ai envie qu'elle provoque. Et souvent, on est un peu comme des poulets sans tête qui courent partout. Et la première chose à remettre dans ce poulet, c'est sa tête et sa présence. Donc, j'aurais vraiment envie qu'on s'invite à, à cultiver des temps le matin là, avant que vous arriviez. Ça faisait 10 minutes que mon ordinateur était allumé, j'étais avec ma tasse de cacao en train de regarder le soleil et les nuages de Fuerteventura. Et j'étais juste là en attente. Et j'ai plein de mails à envoyer. J'ai une journée à rallonge aujourd'hui. Mais j'ai pris ce temps de ok, je suis là, je suis avec mes émotions, je suis ce que je suis aujourd'hui et cette présence, manger sainement, sans écran, enfin, au maximum de présence dans tout ce qu'on peut faire de manière automatique. Et ça veut pas dire, je suis pareil, je suis pas la sainte, la Santa Maria. Non, bien sûr que je mange beaucoup de chocolat en ce moment parce que c'est ouais, bien sûr que je mange pas toujours, pas devant mon ordinateur en présence, mais en tout cas, j'essaye à plusieurs moments de la journée de dire, ok, je redescends. Et je comprends que bah, si on est maman, je comprends que si on est encore salarié, je comprends que si on est entrepreneur, je comprends qu'on a toujours des raisons pour ne pas cultiver la présence. Mais d'autant plus si on a un monde émotionnel qui déborde ou qui peut déborder, et cette présence, c'est une bénédiction pour nous et pour notre entourage et pour le monde qu'on a envie de créer. Parce que je pense que si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a envie de co-créer ce paradis sur Terre que la prophétie du Human Design nous annonce, non? Donc allons-y! Voilà. Et merci beaucoup les filles. Je voulais vous donner aussi l'espace de parole. Donc cet épisode de podcast, on est le 11 avril quand les personnes... Non, pas le 11, le 12 avril quand les personnes l'écoutent, vendredi 12 avril. Quelles sont vos actualités et où est-ce qu'on vous retrouve si on a envie d'explorer le Human Design avec vous? Mélissa, je te laisse la parole. Alors moi, on me retrouve de façon très pratique partout, Mélissa Simoneau, que ce soit mon site internet ou mon compte Instagram.
qui est le seul réseau social que j'alimente. Donc on peut, si on a envie d'aller plus loin, on peut travailler avec moi sous la forme de séances, sous la forme de guides écrits et maintenant, du coup, sous la forme d'un livre aussi pour retrouver, que j'espère devenir une référence pour que vous puissiez toujours revenir. Donc l'idée, c'est pas un roman de le lire de la couverture à l'autre, mais d'avoir un point d'ancrage aussi pour revenir à votre design. C'est comme ça que je l'ai voulu, avec un côté extrêmement pratique et concret, la façon dont je travaille avec cet outil, et qui a pu me manquer en fait au début dans les ressources qui étaient disponibles. Donc c'est pour ça que je l'ai voulu aussi applicable et concret possible pour justement favoriser l'expérimentation et la transformation. Donc voilà, et puis probablement dans de nouveaux accompagnements que le processus d'écriture de ce livre a fait jaillir et ce processus créatif qui continue en fait d'infuser même si le bébé est sorti. Et donc, j'ai de plus en plus envie justement de m'adresser aux professionnels. Justement, c'est exactement le sujet qu'on a abordé aujourd'hui, entre guillemets, sur tes questions, quoi faire, quoi pas faire. M'adresser aux professionnels parce que ça fait des années que je constate les manques qu'il y a malgré la diffusion du design, mais qui reste quand même extrêmement anecdotique. Nous, on baigne dedans, donc on a l'impression que tout le monde connaît, mais ce n'est pas du tout le cas. Et en fait, et là, je sors de la posture de non, mais c'est pas possible, on peut pas donner ces conseils-là, on peut pas rester comme ça, etc. Et d'être vraiment dans le côté, ok, je vais créer quelque chose pour donner des billes aux accompagnants, sans nécessairement qu'ils deviennent des experts, parce qu'on n'a pas tous le temps, l'envie, et c'est pas le chemin de tout le monde, en fait, de devenir un expert. Et je crois beaucoup plus à la masse, moi, en tout cas, dans ma zone de génie, qu'au fait d'impacter à 100% une personne et vraiment aller donner des billes aux professionnels, quels qu'ils soient, que ce soit des coachs, des psys, des thérapeutes, des accompagnants en tout genre, parce qu'il va y en avoir de plus en plus, et c'est tant mieux. Mais quitte à ce qu'il y en ait, pour moi, ils doivent être human design informed, comme on dit. Donc, je pense que c'est la prochaine chose qui s'ouvre à moi. En tant que belle manifesteur qui laisse son élan de trois générations en avant se manifester. Merci beaucoup, Mélissa. Mélanie, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton monde et de Alors où on te moi, retrouve? en bonne générateur, je suis sur YouTube, sur Instagram, sur Pinterest. Mon livre à moi est en relecture avec mon éditeur, donc ça sera probablement plus pour la rentrée. Et donc je suis Mélanie.Daniel et un petit underscore avec obscuration qui est à la fois le nom de ma marque et le nom de ma croix d'incarnation sur les réseaux sociaux. Ok, merci beaucoup. Et je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse journée. N'hésitez pas à partager cet épisode de podcast autour de vous, aux personnes qui ont une autorité émotionnelle, c'est-à-dire la moitié des personnes autour de vous. Donc, si vous ne savez pas, envoyez-le à tout le monde. Ou à toutes les personnes qui accompagnent avec ou sans le Human Design jusqu'à maintenant. Diffusez ces podcasts, diffusez ce contenu, pas forcément que celui de l'art de ta puissance, mais tout le contenu autour de Human Design, parce que c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir créer cette vague de Human Design Informed, parce que chacun va commencer à prendre conscience et vouloir se former sur ces outils-là. Et puis on se retrouve dès lundi, puisque vous le savez, en ce mois d'avril, dans l'art de ta puissance, on se retrouve 3 fois par semaine. Et lundi, ce sera sur le sujet de la différenciation, de comment se différencier sur le marché du bien-être. Merci les filles d'avoir répondu à l'invitation, de ce beau temps de partage. Et à très vite. Ciao, ciao. Merci à toi. Merci Salut. Cécilia. Et si ce que tu viens d'écouter t'a inspiré, je t'invite à aller télécharger ton planificateur entrepreneurial 2.0. Pourquoi 2.0 ? Parce qu'il est temps d'apprendre à mettre notre masculin au service de notre féminin. Que notre force, notre action soit connectée à une écoute, à une observation, à un ressenti, une intuition. Et c'est ça que je te transmets dans ce e-book gratuit que tu peux télécharger et recevoir si tu t'inscris dans le lien qui est en description de cet épisode. Et moi, je te souhaite une très 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 belle journée. À très vite. Un câlin à ton cœur.